Bonjour à toutes et à tous dans le cadre des Digital Days et bienvenue. Ces Digital Days de Maison Objet consacrés cette fois-ci à My Furniture is French en bon français, donc mon mobilier est français en partenariat avec l'ameublement français. Et spécifiquement, je viens vous parler ici d'une conférence dont le titre est un petit peu vaste, je me permettrai même peut-être de le trouver un petit peu prétentieux, All About French Style, là aussi en bon français, qui veut dire tout ce que vous pourriez éventuellement avoir envie de savoir autour du style français. Si on se pose la question ici, c'est parce que bien évidemment la France compte un écosystème puissant et reconnu de fabricants de mobilier et d'art de vivre. Ce sont des fabricants qui sont très divers, bien évidemment, dans leurs propositions, dans leur création, dans leur innovation. Et le but, très humblement, de cette conférence, c'est d'essayer, à partir de ce panel de fabricants de marques, en l'occurrence, je vais vous parler spécifiquement d'une trentaine de marques ici, d'essayer de tirer les fils, si vous voulez, de ce qui pourrait constituer un style français, une French touch, ou comme on dit, un je ne sais quoi, qui pourrait signer une singularité. Quelques mots très rapides, si vous voulez bien, pour cadrer un petit peu l'objet de la conférence et cadrer un petit peu le vocabulaire et la sémantique. Puisque je viens de vous parler du style français, il y a un mot qui est fondamental ici, bien évidemment, c'est français, bien sûr, puisque c'est l'objet de la conférence, mais c'est aussi la question du style. Et donc, par conséquent, quelles seraient les caractéristiques propres d'un style spécifiquement français, comme on pourrait faire l'exercice éventuellement en parlant d'un style italien ou danois, par exemple. Donc, définissons le style très rapidement en quelques mots. Pour moi, pour simplifier, j'ai envie de dire que le style, c'est le fruit d'un écosystème global. Le style, c'est une espèce de réunion d'une agrégation d'éléments divers, d'éléments souvent disparates, qui, mis ensemble, les uns à côté des autres, agrégés les uns avec les autres, construisent une singularité qu'on peut donc désigner, qu'on peut étudier, qu'on peut identifier. Le style, c'est vraiment cette réunion d'éléments divers qui crée de l'unique. Alors, quels sont, justement, dans le cadre de cette conférence, puisqu'on parle d'un style français, quels seraient ces éléments divers, ces éléments disparates qui sont propres à la France? Et quand je dis qu'ils sont propres à la France, je veux dire par là qu'on ne rencontrerait pas forcément les mêmes éléments en Italie, par exemple, ou en Allemagne, ou en Angleterre. Trois choses, à mon avis, qui me paraissent vraiment essentielles ici. En premier lieu, c'est la géographie, bien sûr, ou plutôt les géographies françaises. Nous sommes le style, les savoir-faire, etc. Les créations françaises sont bien souvent les fruits de plusieurs géographies, de plusieurs terroirs, et j'ai envie de dire même de plusieurs climats, au sens propre comme au figuré. Deuxième chose, bien évidemment, c'est l'histoire. L'histoire, les traditions, la culture, et dans le sujet qui nous occupe ici tout particulièrement, c'est la grande tradition des arts décoratifs. Mais aussi, bien sûr, troisième chose, constitutif de ce qu'on pourrait appeler le style, c'est ses savoir-faire. C'est l'ensemble de ces savoir-faire, de ces techniques, mais aussi des matériaux qui sont disponibles dans les terroirs, dans ces géographies dont je parlais, de ces matériaux qui conditionnent des techniques, le bois, la pierre, par exemple. Donc c'est l'ensemble de ces éléments, on va dire, qui peut nous mettre ici sur la piste d'une singularité reconnaissable d'un style français et qu'on va essayer donc de décrypter ici à travers trois grandes attitudes, j'ai envie de dire, qui structurent donc les entreprises du collectif de marques françaises, de fabricants français qui sont réunis ici. Trois attitudes, donc French Touch, French Way of Life et French Savoir-faire. Donc French Touch tout d'abord, donc quelle serait donc cette touche française qui se décèlerait dans des formes, dans des propositions, dans des designs, dans des attitudes. Je vais parler là rapidement de quelques notions qui esquissent des éléments de réponse, mais je vais essayer surtout d'éviter le gros écueil du cliché. Je ne suis pas sûr de réussir, mais quand on parle de choses spécifiquement françaises, on peut assez facilement en effet tomber dans quelques clichés, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Dans cette French Touch, j'ai envie de parler d'un premier mot qui s'impose à mon avis, et on va le voir dans les images et les exemples que je vais montrer après. C'est un mot qui serait liberté. Voilà. Alors, je ne sais pas si le gaulois est toujours réfractaire par nature, mais en tout cas, il y a souvent chez les Français quelque chose qui relèverait d'une forme d'indiscipline, qui nous est parfois un petit peu reproché à l'étranger, mais en tout cas d'une espèce de relativité, d'une certaine de prise de distanciation, on va dire, vis-à-vis des codes. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, qu'on peut identifier vraiment dans un certain nombre de propositions de design et de création.
J'ai envie de dire que peut-être il y a une certaine assurance qui est née de l'histoire, qui est née des traditions françaises et qui autorise ici une forme d'audace, peut-être de légèreté, ou peut-être même, je parle du mot d'impertinence. En tout cas, au cœur de cette French Touch, il y a vraiment cette notion de séduction. Voilà. Et ce sens de la surprise, cette envie d'étonner, hein, vraiment. Donc c'est des mots, c'est des concepts, c'est aussi un petit peu des clichés, j'en suis conscient, mais sur lesquels ici on va essayer de mettre des images à travers une exploration de quelques marques et de leur création. Et j'ai mis en première partie, en illustration de cette petite introduction, ce paravent de la maison d'édition Cider Édition. Le paravent s'appelle Gommette, c'est assez rigolo. C'est une création de Jump Studio et ça évoque vraiment des voiles au vent, superposés, comme ça, sur une armature métallique. C'est très créatif, bien évidemment. C'est extrêmement singulier, extrêmement étonnant. Et le tissu est fait à base de variants. C'est un tissu qui est composite à base de lin et de résine biosourcée. French Touch, donc, je continue. Eh bien, j'en viens d'en parler avec cette maison française qui s'appelle Cider, qui se définit elle-même comme une pépinière de jeunes designers et de jeunes talents, à destination essentiellement du secteur tertiaire et contract. J'ai noté, et je trouve ça assez étonnant et assez singulier, bien évidemment, et comme quoi il n'y a pas de hasard, que dans la façon dont la maison d'édition se définit elle-même, elle définit elle-même ses créations comme peu sages. Voilà, des choses qui sont pas sages, hein, évidemment, avec des lignes prononcées et sophistiquées. Et je trouve qu'ici, dans les exemples que je vous donne ici, on retrouve un peu cette idée d'audace, hein, de liberté, d'impertinence. Ça, c'est une collection d'assises qui s'appelle Cast, création du studio Desormeaux et Garrett, avec tout ce travail de volume extérieur, d'alcôve protectrice comme ça, et ces structures extérieures donc, qui sont ici assez remarquables. Je continue avec Cider, qui m'a beaucoup inspiré, avec ces volumes étonnamment constructivistes, hein, j'ai envie de dire, volumes assemblés. C'est un design de Adrian Blanc, donc, qui allie vraiment une fonctionnalité, bien évidemment, et une esthétique profondément singulière ici. Et puis sur la partie gauche de l'image, ce système d'assises modulaires qu'ils ont dénommé Adada. Donc là aussi, je trouve qu'il y a quand même vraiment une approche extrêmement ludique et humoristique, impertinente là aussi, avec toutes ces assises un petit peu ludiques qu'on peut assembler ensemble, qu'on chevauche, hein, comme un dada. Et c'est une création de Cocorico Paris. Et là, c'est toujours Cider, avec des solutions donc, qui sont plutôt dédiées au contract et à l'univers du bureau, bien évidemment, mais qui témoignent là vraiment, je trouve, de cette espèce de mélange entre fonctionnalité, il n'y a pas de doute, puisqu'on est là vraiment pour rendre service et avec des solutions extrêmement fonctionnelles pour des besoins précis, et fantaisie. Voilà, fantaisie avec ses assises composables, bien évidemment, fantaisie, singularité aussi qu'on retrouve avec ces gammes de couleurs, assez étonnantes, je trouve, pour un univers de travail, notamment avec ces roses doux, ce bleu électrique, ces bureaux alcôves extrêmement protecteurs aujourd'hui, qui sont d'ailleurs singulièrement d'actualité avec la crise sanitaire qu'on vit en ce moment. Moi, tout ce que ces images m'évoquent, en tout cas, c'est vraiment un sentiment de grande liberté formelle et créative. Et ça, je trouve ça très intéressant ici. Et pour finir, avec la maison d'édition Cider, j'avais envie de terminer cette évocation par ces propositions qui, moi, je trouve, ne ressemblent à aucune autre. Hein. On peut tirer des fils, peut-être, stylistiquement, avec des rapprochements dans les années 50, etc. Mais en même temps, c'est quand même des créations extrêmement d'aujourd'hui qui montrent une certaine liberté de ton, hein, ce côté ludique avec ces pierrements, ces pètements arrondis, ces jeux de superposition, ces gammes de couleurs ou ces petits luminaires comme ça qui jouent sur des formes et des couleurs. On change complètement de sujet ici, toujours dans cette évocation de la French Touch, avec cette belle maison, ce bel éditeur qui s'appelle Alki, qui est un atelier de meubles qui est né en 1981 à Itassou, je ne sais pas si je prononce bien, au Pays Basque, dans un environnement à l'époque plutôt rural et pas du tout industrialisé. Et l'idée, c'était vraiment le but de ces personnes, créateurs, designers, entrepreneurs qui se sont réunis pour faire naître la maison Alki. L'idée, c'était vraiment de faire émerger un acteur local à partir d'un écosystème local de compétences et de savoir-faire. C'est pour ça que, dans mon introduction, où je parlais c'est quoi les conditions du style, où il y avait plusieurs agrégats d'éléments épars, liés aussi à la géographie, liés à l'environnement local, on est vraiment exactement dans cette histoire-là ici. Et avec, toujours chez Alki, une double approche, à la fois naturelle, bien sûr, avec l'emploi quasi exclusif du chêne naturel,
et technologique, ici avec vraiment une maîtrise extrêmement parfaite des cintrages, des assemblages, etc. On le voit avec le canapé de gauche qui s'appelle Egon, signé Hiratsuki et Lizaso, et qui combine vraiment ces formes souples, très accueillantes, très rondes, comme ça, avec cet ajout de chaînes cintrées sur les côtés qui vient souligner la coudoir. Et là, il y a vraiment aussi, encore une fois, toujours ce fil conducteur de liberté de ton et d'audace. Et les chaises, là, à droite, qui s'appellent Tricu, signé par un designer talentueux qui s'appelle Samuel Akosberry, bien sûr, et qui se veut inspirer, lui, des dolmens plutôt, préhistoriques, des dolmens basques, avec ce côté presque naïf, j'ai envie de dire, de la construction. On a l'assise comme ça qui repose, qui est bien plantée, on va dire, sur ces quatre pieds. Toujours Alki ici, là aussi, liberté de ton, étonnement avec ce tabouret qui s'appelle Hiruki, de toujours Hiratsuki et Lizaso, et qui se veut dans sa forme étonnante une espèce qui a vraiment une histoire passionnante de 40 ans d'ailleurs, qui est une espèce de lente et longue réinterprétation d'un tabouret traditionnel basque, qui transmet de génération en génération et qui, à chaque fois qu'il est transmis en famille, etc., se modifie un peu, évolue à chaque fois. Donc il y a une très belle histoire derrière. Et on retrouve à droite le design de Samuel Akosberry avec ce programme de bureau et de rangement qui s'appelle Landa, et qui s'inspire pour le bureau en tout cas des établis de menuisier. Donc là, il y a une filiation là aussi entre forme, fonction, histoire et réinterprétation contemporaine. Et j'ai particulièrement aimé également les compléments de mobilier, là où on a l'alliance, l'association entre le chêne et les parties et les panotages textiles sur les côtés, ce qui est, je trouve, extrêmement novateur, extrêmement intéressant. Et pour finir, avec la maison Alki, on retrouve ici sur cette planche vraiment tout l'univers de l'éditeur avec encore une fois cet ancrage local, ces matériaux naturels, le chêne, la laine, etc. au service de ce design sobre, intemporel mais aussi audacieux. Voilà. J'ai noté les tables basses là, très belles, qui s'appelle Egon aussi, en chêne, qui est ceinturée de fer forgé à la main. Là aussi, toujours agrégation de savoir-faire traditionnel. Et le très beau détail d'assemblage en haut à gauche de la chaise Cuscoa signée Jean-Louis Hiratsuki. On continue ici avec Designer Box. Alors Designer Box, c'est un beau projet, c'est une plateforme qui met en relation des créateurs, des distributeurs, etc., avec des architectes d'intérieur, des décorateurs, etc., et qui met 2500 produits aujourd'hui singuliers, vraiment, qui sont très regardés, qui sont très bien sélectionnés, à usage professionnel, en circuit court et à prix, autant que faire se peut, prix juste. C'est 220 designers et makers aujourd'hui qui proposent ici, dans ce cadre-là, des produits originaux. On citera ici quelques collections étonnantes et emblématiques. L'incroyable siège de jardin à gauche qui revisite l'esprit transat avec cette toile suspendue. Il s'appelle Parade, c'est un design de Nova Objecta. Ce petit tabouret extrêmement intéressant aussi, un peu séparé en deux comme ça, avec ses détails d'assemblage extrêmement simples pour le piétement. Ou la lampe baladeuse qu'on a en haut, par exemple, dont la partie en verre, c'est tout simplement un verre très ordinaire qui s'appelle Picardie, c'est le nom de la suspension d'ailleurs. On a vraiment là aussi, c'est un peu facétieux bien évidemment comme design, et c'est une création des 5 designers. Ici, on part donc à la découverte de Matière Grise. Matière Grise, c'est un éditeur français de mobilier, spécialiste dans le métal, avec ses créations à la fois audacieuses et fonctionnelles pour l'extérieur comme pour l'intérieur, et aussi bien du reste pour le marché domestique comme pour le marché contract. Ils fabriquent en France, bien sûr, ils ont une usine basée à Lyon, une fabrication française à 100%. Et je trouve ça intéressant parce qu'on retrouve déjà des mots que j'ai déjà évoqués depuis le début de cette évocation de French Touch, avec cette recherche de simplicité, d'élégance, mais aussi cette liberté revendiquée, comme en témoigne ce canapé à droite par exemple, à structure en métal. C'est assez singulier en effet pour un canapé d'intérieur. Il s'appelle Egoa, il est signé par un designer qui s'appelle Luc Josancy, et je trouve que ça bouscule là aussi un peu les codes traditionnels. Après le métal, le béton, et on reste dans la région lyonnaise avec ce studio de design qui s'appelle le Lyon Béton. Et là, c'est une approche vraiment très très originale et très différente du design, bien sûr, puisqu'il travaille uniquement avec béton ou façon béton, donc associé à des résines, avec ce
matériau particulier, bien sûr, qu'est le béton, parce qu'il impose la création d'un moule. Donc on est, dès le départ, la mise en œuvre conditionne le design, et c'est assez intéressant de voir comment il réinterprète des formes tout à fait iconiques, le rocking chair par exemple, forme coque, etc., en béton. Et c'est assez intéressant de voir comment la forme peut épouser n'importe quel dessin. Elle devient très libre et elle devient littéralement plastique. Voilà. Donc encore une fois, sur les objets présentés ici, on voit, j'identifie cette liberté formelle, une liberté qui n'est pas dénuée d'humour, comme on voit le porte-papier toilette qui est en haut à gauche et qui reproduit une forme de nuage. Donc c'est à la fois un peu impertinent et un peu poétique, bien évidemment. Le métal, ici avec la maison d'édition Resistube, donc producteur, créateur et fabricant français de mobilier en métal depuis 1953. Donc il y a vraiment une belle tradition, un beau savoir-faire derrière lui. Donc avec ce savoir-faire historique, eh bien, il maîtrise tout l'écosystème spécifique du métal, depuis les différentes finesses de tôle, bien évidemment, plier, découper, le roulage, comme on dit, le cintrage, pour des réinterprétations de meubles du quotidien avec cette créativité extrêmement libre. Je note là cette association très intéressante qu'on a ici, bien évidemment, avec le métal et le bois clair, le très élégant petit buffet en métal qui s'appelle Armand, la chaise iconique là au centre qui s'appelle Lily, les deux étant des designs de Stéphane Elino. Red Edition maintenant, qui propose rien de moins que de découvrir ou de faire redécouvrir un art de vivre à la française, mais avec les codes du design contemporain. Et ils le disent dans un esprit parisien revendiqué. Voilà. Il faut visiter d'ailleurs leur très beau showroom qui est dans le Marais, showroom appartement, comme un appartement, à vivre et qui est absolument remarquable. C'est parmi les faits de gloire de Red Edition, c'est cet éditeur par exemple qui a été pionnier dans la réhabilitation. Réhabilitation est un mot un peu fort, mais du canage, qu'on voit ici surreprésenté sur les assises, mais aussi sur les mobiliers. Donc, qui a propulsé, on va dire, cette technique ancienne au cœur de l'art de vivre et du design contemporain. Et donc, là encore, on retrouve ce fil conducteur de la liberté et de l'audace, avec là aussi des associations inédites de matières et de matériaux entre eux. Je continue avec Objecto, maison d'édition de mobilier depuis 2004, ici, qui propose, à mon sens, des créations singulières, donc à forte identité, très expressive, comme on peut le voir, signée aussi bien par des architectes, des ébénistes, des artistes, mais aussi, je l'ai appris, des graphistes ou parfois des ingénieurs. Et là, on citera l'iconique fauteuil qui est en bas à droite, iconique parce qu'il vraiment il a fait la réputation de la marque, qui s'appelle le fauteuil Polystano, cette feuille de cuir, j'ai envie de dire, qui est suspendue comme ça sur sa structure en métal, et qui s'appelle Polystano, et c'est une icône de la marque signée par Paolo Mendes da Rocha. Ou encore, sur la partie gauche de mon image, ces étonnants fauteuils et chaises qui s'appellent CV, avec cette association de structures en bois cintré, quand même assez sophistiquée, assez complexe, avec le cuir. C'est une création de Christian Valdés. Drujo Manufacture, maintenant, c'est un éditeur et fabricant de mobilier en chaîne depuis 1969. Et c'est une entreprise familiale depuis l'origine. En regardant un petit peu leur histoire, j'ai souri parce que ils revendiquent eux-mêmes l'intention de créer des objets décalés. Donc, ça m'amuse beaucoup quand je vois la sélection d'images que je vous propose, parce qu'on est décalé dans tous les sens du terme. C'est vraiment cette idée de décalage, là, de jeu d'équilibre, de perte d'équilibre, on va dire de géométrie chahutée, qui est la signature de leur style. Et je trouve ça très intéressant, tous ces jeux de décalage, de jeux de construction, d'emboîtement, et qui sont là aussi la signature d'une certaine liberté, d'une certaine audace. On citera sur la partie gauche la bibliothèque qui s'appelle KO, K-A-O, mais qu'on pourrait écrire d'une façon tout à fait différente, puisqu'elle porte bien son nom, qui est en chêne massif, avec ce jeu d'équilibre ou de déséquilibre en l'occurrence, ou encore la console à droite qui s'appelle Isoba. On est presque dans un répertoire constructiviste ici. Gauthier, créateur, éditeur, fabricant depuis 1960, qui est un groupe international qui est présent dans 65 pays maintenant, donc qui
on va dire, contribue et participe au rayonnement international de cette French Touch et de cet écosystème extrêmement vivant, vivace du meuble français, qui revendique ici, depuis toujours, une qualité, bien sûr, irréprochable, dans les mises en œuvre, dans la sélection des matériaux, etc. Et aussi, continuellement, un positionnement sur le design d'aujourd'hui, c'est-à-dire le design contemporain. Et on peut citer ici sur la planche quelques pièces iconiques, telles que la bibliothèque à gauche, qui s'appelle Arche, et qui, avec tous ces jeux de verticalité, d'horizontalité, compose un peu comme une sculpture, bien sûr, et quelque chose d'extrêmement graphique. Et d'une manière générale, ce qu'on voit d'ailleurs ici, il y a chez Gautier cette écriture reconnaissable, assez graphique, avec des jeux d'association de matières entre elles, de toucher plus ou moins lisses, rugueux, des jeux de mat ou de brillant, et qui sont un petit peu au cœur de leur signature stylistique. Voilà rapidement quelques évocations, à mon sens assez cohérentes, de cette première partie qui essayait de voir ce que pouvait recouvrir cette idée de French Touch. On change un peu de sujet ici avec un terme très générique, je vous l'accorde, qui s'appelle French Way of Life. Il y a, je pense, des Way of Life partout dans le monde. Donc qu'est-ce qui serait singulier dans cet art de vivre à la française, dans ce style de vie? Qu'est-ce qui serait unique et qu'est-ce qui pourrait le singulariser? En tout début de cette conférence, en introduction, je parlais beaucoup de géographie, de lieux situés, c'est ça finalement, de terroirs, de climat, au pluriel de climat. Je pense que cette géographie française, ce paysage français ou ces paysages français, ont façonné des aspirations, des comportements, des attitudes diversifiées, aussi bien pour l'architecture ou le design vernaculaire que pour les traditions gastronomiques locales, bien évidemment. Donc il y a dans cette juxtaposition de géographie et de tradition cette idée de convivialité, bien évidemment, d'art de recevoir, d'art de s'inviter, qui est, j'ai envie de dire, aussi d'un art de ne rien faire, de ne vouloir rien faire aussi, de prendre le temps de vivre profondément, et notamment dehors. N'oublions pas que ce sont les Français qui s'enorgueillissent d'avoir inventé les terrasses de café, même si on n'en profite pas beaucoup aujourd'hui. Mais voilà, il y a quelque chose là, ce fil conducteur en tout cas, de cette revendication d'un art de vivre à la française. Donc partons ici à la découverte de quelques solutions fonctionnelles et créatives, et toujours avec cette idée de liberté revendiquée. Et en illustration à droite, je cite la maison Fermob, et ces luminaires d'extérieur très beaux qui s'appellent Balade. C'est des designs de Tristan Lonneur. On continue donc avec Fermob, donc avec cette marque iconique d'outdoor, donc qui existe depuis 30 ans maintenant, et qui bien sûr est spécialisée dans le mobilier en métal d'extérieur, mais au-delà de son cœur de gamme, son cœur d'expertise, pour tous les aménagements extérieurs au sens large, et y compris le luminaire par exemple. Donc elle revendique elle-même, dans sa signature, dans sa présentation, d'être une marque indépendante, synonyme de liberté et de joie de vivre. Je n'invente pas ces mots, c'est leur baseline, et c'est eux qui revendiquent ça. C'est quand même merveilleux, je trouve, pour une marque d'outdoor, de revendiquer liberté et joie de vivre. Peut-être que dans d'autres traditions culturelles, ailleurs en Europe, on ne mettrait pas forcément ça, ces mots-là, en exergue. On parlerait peut-être de la qualité, on parlerait d'autres choses. Mais là, liberté et joie de vivre. Moi, ça m'a vraiment paru extrêmement intéressant. On retrouve ici en illustration notamment leurs créations les plus récentes, avec tout ce mobilier fonctionnel, nomade, évolutif, et ici en couleur pastel, qui leur a bien réussi, avec notamment l'ensemble lounge là, qui s'appelle Belle Vie. Là aussi, je trouvais que nommer un programme d'extérieur Belle Vie, et là aussi tout un programme. Fermob, un deuxième slide, pour les replacer dans leur contexte de leur création iconique, qui ont contribué à bâtir la réputation de la marque, avec la gamme Bistro qu'on voit à droite, bien sûr, qui est un... Alors, c'est pas eux qui l'ont créé, puisque ce type de mobilier pliant d'extérieur en métal a été créé en 1889, déjà pris en même temps que la Tour Eiffel, pardon. Et c'est un grand classique qui a révolutionné à l'époque les terrasses de café déjà. Et bien sûr, sur la partie gauche, toute la collection iconique Luxembourg, qu'on voit un peu partout.
Et on trouve également des formes plus contemporaines chez Fairmob, avec la collection de tables basses Bebop, ou le fauteuil 60s en bas par exemple. Je continue dans l'outdoor avec un grand éditeur français qui s'appelle Lafuma Mobilier, bien sûr que tout le monde connaît, et qui fabrique sur leur site historique de Anneyron dans la Drôme, et qui lui revendique l'association du style, du confort, de la durabilité, avec des solutions et des techniques toujours plus innovantes. Lafuma nous propose depuis toujours cet art de la convivialité en plein air, et on peut citer cette table à dîner en cône, qui est extrêmement bien faite sur le plan technologique là aussi, qui est non seulement très très belle en termes de style, mais qui peut accueillir, qui est évolutive et qui peut accueillir jusqu'à 10 convives. Lafuma, toujours, avec, après la convivialité, la détente au soleil, avec ce qui a fait, là aussi, toute leur réputation, bien évidemment, avec ces produits qui sont au cœur de leur savoir-faire, et de la tradition de la marque et de sa réputation, avec tous ces bains de soleil, bien sûr, transat de jardin, donc en textile et armature métallique, bien sûr, avec la collection Bayan, là on peut la citer, qu'on voit décliner ici dans toute une série de coloris, à la fois neutres ou parfois de pastels extrêmement doux. Toujours de l'outdoor ici, avec ces fabricants qui s'appellent RM Mobilier, fabricant français, bien sûr, de mobilier intérieur et extérieur depuis 1958 dans le nord, près de Lille. C'est un fabricant qui est essentiellement au service des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Mais on notera ici, avec ces propositions assez simples et assez iconiques de la marque, une démarche initiée depuis pas mal d'années de durabilité et d'éco-responsabilité de la marque, qui utilise des matériaux de provenance locale, provenance la plus locale possible, et qui recycle jusqu'à 90% de ses déchets. Alors parmi ces chaises de jardin qu'on voit, j'avais envie de montrer particulièrement cette diversification que je trouve très intéressante du fabricant, avec les panneaux acoustiques qu'on voit à droite, qui s'appelle Isapan en forme de pétale. On reste dans le nord de la France ici, près de Lille, exactement à Neuville-en-Ferrain, avec Home Spirit. Home Spirit, c'est un des plus grands, un des plus importants fabricants français de canapés depuis plus de 40 ans, avec tout est fait en France à Neuville-en-Ferrain, vraiment. Il se distingue là également depuis pas mal d'années avec une démarche éco-responsable, avec un sourcing à moins de 80 km de l'essentiel des matières premières, et là aussi un recyclage de l'ensemble des déchets de production. Alors leur gamme, elle est historiquement centrée sur ces grands volumes confortables, notamment en lin. Et on peut citer ici quelques modèles iconiques comme le Nomade, le Chamonix ou encore le Biscarrosse. Donc là aussi, intérieur, extérieur, en tout cas quelque chose qui invite à la détente, au confort et à l'expression d'un vrai savoir-vivre et d'une vraie convivialité. La manufacture de chaises Nicole, donc fondée en 1913, elle perpétue une tradition séculaire du travail de l'acier. Travail de l'acier avec toutes ces techniques d'emboutissage, de rivetage, de soudure qui garantissent une solidité à toute épreuve. Alors essentiellement, leur marché, c'est l'hôtellerie-restauration, le contract, bien évidemment. Et on retrouvera, je ne sais pas si vous voyez un petit peu le fil conducteur sur les images, notamment des tabourets hauts, cette forme, ce dossier typique qu'ils appellent en queue de baleine. Donc ils ont breveté, c'est vraiment leur création iconique depuis plusieurs décennies maintenant, qui est une vraie signature de la marque et qui a la particularité à la fois d'être assez souple quand même, bien évidemment, et d'assurer donc confort et souplesse tout en étant parfaitement solide et rigide, bien sûr. Et avec toutes ces variétés, là aussi, de couleurs, de variations, de matières également, avec, comme on le voit, l'apport du bois, par exemple. Ici, on va parler de Galéa, qui est un éditeur de mobilier de style contemporain, résolument contemporain, et qui est un grand exportateur. Ils exportent dans près de 90 pays aujourd'hui dans le monde, et qui met en œuvre, ils ont ce savoir-faire-là en tout cas, de mettre en œuvre toute une palette de matériaux et de finitions extrêmement variés, depuis le verre, le métal, la céramique pour des plateaux de table par exemple, le plexiglas, le bois, plein de choses. Avec des designs de caractère, un design assez expressif, comme on le voit sur ces images-là, autour de la convivialité, du confort, avec cette gamme de sièges,
Et cette table, par exemple, de la collection qui s'appelle Oksana, avec des piétements en métal cuivré, avec ces structures extérieures donc du canapé et des fauteuils de table, qui donnent vraiment un parti pris d'élégance assez intéressant. Et la table, en l'occurrence, avec un plateau en céramique, ici, façon marbre. Ici, il s'agit de la marque Eurocite, qui est un fabricant français depuis 1948, donc il y a pas mal d'expertise aujourd'hui, et qui, lui, vraiment est, on va dire, s'intéresse essentiellement à proposer une offre globale d'assises et qui revendique un positionnement fort sur l'idée de l'éco-conception associée à plusieurs valeurs, des valeurs d'innovation technologique ou formelle, comme on le voit sur les images de gauche, par exemple. Le canapé, je vais en parler après, ou le bahut de rangement avec toutes ces associations de matières entre elles, et ces patchwork, c'est quand même assez intéressant. Les notions d'ergonomie aussi qui se dessinent dans les chaises de bureau qu'on a en bas, par exemple, et avec des designs expressifs et originaux, bien sûr. La banquette en haut à gauche est assez singulière, banquette totalement modulaire. Elle s'appelle Série C et qui est éditée à partir d'un dessin qu'ils ont retrouvé, qui n'avait pas été édité jusqu'à présent, qui a plus de 40 ans, et qui est simplement signé d'une icône du design. Il s'agit de Roger Talon. On retrouve ici la maison Gauthier avec sa partie plus spécifiquement dédiée au contract. Donc ils ont appelé Gauthier Office, donc dédié plutôt aux PMI, PME, collectivités locales ou professions libérales, et qui propose là, bien évidemment, toutes ces solutions d'aménagement fonctionnel, évolutives et de nature à s'insérer dans n'importe quel environnement. On pourra citer ce programme de bureau qui s'appelle Absolu, qui est plutôt en haut, en bois clair, comme ça, qui a de très belles finitions, on ne voit pas sur les images, de très beaux détails d'assemblage, hein, vraiment très intéressant, plutôt singulier dans l'espace du contract, où parfois c'est pas vraiment rigolo, mais de très belles finitions, et qui est accompagné par tout un écosystème, là aussi, de rangement, très évolutif et très intelligent. Ou ce programme de bureau évolutif qu'on a en bas, qui s'appelle Sunday, avec des bureaux modulaires, avec cette association de solutions à la fois fonctionnelles et créatives. Après French Way of Life, voilà la troisième évocation, troisième partie de cet exercice de recherche des qualités singulières d'un style français, avec ici une exploration de l'idée des savoir-faire. Alors ces savoir-faire, c'est des savoir-faire hérités, bien sûr, qui remontent pour certains à plusieurs siècles et qui s'appuient bien évidemment sur la grande histoire, grande tradition des arts décoratifs à la française, qui est reconnue de façon internationale, mais aussi plus récemment à ce qu'on nommait au XXe siècle les ensembliers décorateurs. C'est-à-dire ces décorateurs qui littéralement mettaient ensemble, agrégeaient ensemble des éléments épars et qui donc, comme j'en parlais en tout début, convoquaient un style. Voilà. Et on va parler ici, bien sûr, des manufactures d'excellence, mais qui ont su, vous allez le voir, en permanence se renouveler, qui ne sont pas restés assises, si je puis dire, sur leur savoir-faire et leur tradition, et qui ont toujours essayé de se projeter, de projeter leur tradition vers l'avenir, et bien évidemment dans le domaine du luxe. On est ici, si vous voulez, à l'intersection de plusieurs idées entre savoir-faire artisanal, bien sûr, perpétué, protégé, j'ai envie de dire aujourd'hui, d'ailleurs par un certain nombre de labels, du classique intemporel, du design contemporain, on va le voir, des touches de luxe, et toute cette réunion d'éléments, là aussi, nous permet d'affirmer que ça constitue, dans ce cadre de French savoir-faire, un style français. Et en illustration, ici, sur la photo de droite, la manufacture Moissonnier, labellisée entreprise du patrimoine vivant et qui édite depuis 1885 dans des pièces exceptionnelles d'ébénisterie, en se renouvelant constamment, comme en témoigne cette commode Louis XV, complètement twistée par la couleur, bien évidemment, puisqu'on ne faisait pas ça au XVIIIe siècle. Alors, on reste ici avec la maison Moissonnier, avec ici, je vous ai proposé un échantillon de quelques pièces iconiques, où on voit toutes les facettes du savoir-faire de la maison, entre mobilier, réédition et agencement, comme la salle de bain à droite. Et vous voyez aussi bien par les textiles, les gammes de couleurs de meubles, les partis pris de revêtements, par exemple, etc.,
On voit chez Moissonnier ce côté, j'ai envie de dire, respectueusement décalé, si je puis dire, donc respectueusement impertinent. Hein. On identifie les choses parce qu'on est dans le 18e français, ou le 19e parfois, mais on fait un pas de côté, on décale, et on est du coup profondément actuel, bien évidemment. Autre grande maison d'ébénisterie traditionnelle, bien sûr la maison Taillarda, qui est également labellisée entreprise du patrimoine vivant, et qui, elle, revendique l'édition de mobilier de haute facture, essentiellement du XVIIIe siècle, en perpétuant et en ayant su perpétuer et garder, bien évidemment, toutes les techniques d'autrefois, les assemblages tenons mortaises à l'ancienne, les vernis tampons, les bronzes, les sculptures du bois à la main, etc. Donc on est là vraiment au cœur de la perpétuation de savoir-faire d'exception, comme témoigne par exemple cette commode en haut, typique Louis XVI, qu'ils ont appelé XVI d'ailleurs, ou encore le canapé de type Louis XV, doré à la feuille d'or sur la partie de gauche et qui s'appelle Chevreuse. Alors là, on reste totalement au XVIIIe siècle, hein, en tout cas dans la filiation historique, avec cette évocation des cabinets de curiosité. Et d'ailleurs, la maison s'appelle ici Objet de curiosité, donc elle revendique tout à fait cette filiation. Et là, on est dans cette perpétuation de cette tradition des collections éclectiques. Bien sûr, des pièces uniques rares, des objets d'étonnement, des objets collectionnés au gré des trouvailles, au gré des voyages. Et Objet de curiosité cherche à proposer donc, des objets singuliers, des objets de décoration en tout cas, aptes à répondre à toutes les demandes de mise en scène décorative pour créer des ambiances uniques. Et on trouve ici, c'est merveilleux leur inventaire, leur catalogue, un inventaire merveilleux de gorgones, de coquillages assemblés, de bestiaires. Tout peut être convoqué, le minéral, le végétal, l'animal, etc., pour essayer de créer une ambiance assez extraordinaire, une ambiance, une alchimie, une magie. Là, on change d'univers avec Volevac, donc, qui est une maison qui a plus de 50 ans ici et qui se concentre vraiment sur la robinetterie de luxe à l'ancienne. Alors, pas toujours à l'ancienne parce qu'il y a des créations plus contemporaines, mais là, j'ai choisi de vous présenter vraiment les créations les plus iconiques qui s'inspirent vraiment de l'histoire, hein, de l'histoire des arts décoratifs. Et avec un savoir-faire exceptionnel, bien évidemment. Tous ces lavabos en céramique à l'ancienne, sur pied laiton, etc. Collection de robinets à l'ancienne qu'on appelle bistrot. Ils font évidemment également pour des chantiers de luxe des créations sur mesure. On change d'univers là aussi avec la manufacture de literie Bonnet. Alors Bonnet perpétue depuis 1955. J'ai envie de dire le plus pur savoir-faire français du bien dormir. Le bien dormir ô combien important aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on ne l'a jamais... on s'en souciait un peu moins autrefois, mais là c'est vraiment très important aujourd'hui. Proche de Besançon, donc la manufacture produit entièrement et façonne entièrement à la main des sommiers, des matelas, des têtes, des cadres de lit dans la plus pure tradition donc, des matelas. Donc pour un marché aussi bien domestique que, évidemment, de l'hôtellerie de luxe, naturellement. Alors ici, je parlais des Français qui avaient inventé des terrasses de café, que seraient les terrasses de café sans la maison de Drucker, qui depuis 1885 produit de façon tout à fait artisanale, et tout près de Paris d'ailleurs, tout un ensemble de sièges de terrasse, totalement iconiques, totalement reconnaissables, bien évidemment. Des chaises, bancs, tabourets, en rotin, tressés et cannés, comme on dit. Voilà, c'est iconique. Ils se sont diversifiés avec des têtes de lit, par exemple, comme on voit à droite. Et les sièges Drucker, c'est un monument national, j'ai envie de dire, ils font presque partie de l'identité d'une ville comme Paris, par exemple. Et les terrasses de café n'auraient pas cette allure-là sans eux, mais aussi de prestigieux établissements un petit peu partout, des établissements historiques, et on citera le Café de Flore, par exemple. Ici, on reste en extérieur avec la maison Siface, qui depuis 50 ans rend hommage vraiment à la Côte d'Azur, comme en témoignent toutes les images qui sont là, avec des solutions élégantes et luxueuses au service d'une décontraction, mais aussi de la convivialité, avec tous ces programmes composables de très grande qualité, des matériaux de très grande qualité et des associations de matériaux entre eux, notamment du métal, bien sûr, du teck et des textiles Sunbrella, par exemple. Ici, on parle de Louis Roitel. Alors, c'est un spécialiste des assises, surtout, assises uniques et d'exception. La maison Louis Roitel est établie depuis 1867 au cœur des Vosges.
Et dans la tradition des architectes décorateurs, des artisans décorateurs, j'ai envie de dire, elle perpétue cette tradition d'excellence avec, comme on le voit ici, cette audace formelle remarquable. On notera la banquette Otto, qui est en bas, par exemple, aux lignes épurées, comme ça, assez graphique, assez géométrique, qui est signée par Axel Wien. Ou encore cet étonnant, sur la partie de gauche, étonnant et iconique fauteuil Cerf, en bois sculpté et dont le dossier, bien évidemment, est sculpté à la main et reproduit des bois de serre. C'est assez singulier et étonnant et assez incroyable. La maison du Vivier, bien sûr, bien connue, manufacture de sièges d'exception depuis 1840, qui perpétue des savoir-faire et toute une expertise locale. Là aussi, on revient sur cette implantation locale, sur ces savoir-faire locaux et artisanales dans ces ateliers au sud de Poitiers. Et on retrouve toute cette idée de l'écosystème local et de tradition d'ébénisterie, de façonnage, de cuir, etc. Et on peut citer quelques pièces iconiques ici, telles que l'ensemble de fauteuils et canapés Elsa, signé Guillaume Infray, entre lignes épurées et rondeurs des coussins. Chose assez exceptionnelle. Et enfin, la maison Puena, qui, elle, a été fondée en 1880, qui se veut héritière de la tradition vraiment des arts décoratifs français, qui revendique d'offrir une réinterprétation contemporaine et toujours renouvelée de ces savoir-faire les plus exceptionnels, tels qu'on voit ici la ferronnerie d'art, bien sûr l'ébénisterie de haute facture, au service des plus beaux projets des architectes, des décorateurs, des designers, pour essentiellement proposer des pièces uniques, bien sûr en série limitée. On peut citer ici, sur la partie en haut à droite, la console Fusion de Sybille de Margerie, très étonnante comme ça, avec ses 2 cylindres, avec ce plateau en porte-à-faux incroyable, en laiton brossé et en plateau en marbre. Fauteuil automate en haut à gauche, très constructiviste, j'ai envie de dire, là aussi, avec ses empiècements de laiton patiné. C'est une création de Humbert et Poyet. Ou encore, en bas à droite, ce fauteuil rotatif, comme ça, avec cet effet de matière assez exceptionnel en laiton patiné rainuré, qui est signé par Rodolphe Parente. Voilà. J'espère que ces quelques évocations vous auront intéressé autour de All About French Style. Merci de votre attention.